Ish a une passion pour la recherche de minéraux. Un jour, il est mordu par un serpent. Il rentre chez lui le plus vite possible et s'effondre, terrassé par le venin. Dans un état semi-conscient, il voit des hélicoptères militaires traverser le ciel. Quand il reprend ses esprits, une barbe a déjà poussé sur son visage. Sans comprendre ce qui se passe, Ish prend sa voiture et se rend en ville, mais il n'y trouve plus âme qui vive. Les soldats avaient demandé aux habitants de se mettre à l'abri et de prier Dieu. La radio capte des fréquences résiduelles et Ish comprend que cela s'est produit dans tout le pays. Il se précipite chez ses parents, mais il est déjà trop tard. Il réalise que tout sera bientôt recouvert d'herbe et que les villes finiront par devenir des jungles. Ish espère encore trouver d'autres survivants, mais dans chaque maison où il entre, il ne trouve que des morts. La sortie de la ville est inexplicablement bloquée. Il essaie de se réveiller, espérant que tout cela n'est qu'un cauchemar. À la nuit tombée, une lumière intense apparaît au loin, provenant de Las Vegas, où il n'y a plus personne non plus. Ish passe le reste de la journée à errer dans des hôtels de luxe jusqu'à ce qu'il tombe sur 2 survivants, Anne et Milton. Anne demande à Milton d'apporter des vêtements à Ish. Elle explique qu'ils sont immunisés. Milton a tout documenté sur son téléphone. Apparemment, un virus inconnu a frappé le monde. Les médecins ont tenté de l'arrêter, mais l'humanité n'était pas préparée. Le gouvernement a commis une erreur. Ils pensaient qu'en évitant le couvre-feu, ils éviteraient la panique. Cela n'a fait qu'accélérer la propagation du virus. Le monde entier a été décimé. Ils n'ont vu personne d'autre qu'Ish. Chaque fois qu'ils allumaient les nouvelles, un autre pays était annoncé comme tombé sous le virus. Un nouveau jour se lève. Ish annonce à ses nouveaux compagnons qu'il compte les quitter. Le pays est vaste, peut-être trouvera-t-il d'autres survivants. Milton lui propose de rester. Les générateurs locaux tiendront encore quelques semaines. Ils ont tout ce qu'il faut pour vivre en paix, puis Milton utilisera son pistolet. Lui et Anne ont déjà tout prévu. Ish propose à Anne de changer d'avis et de partir avec lui. Elle refuse, mais si Ish reste, elle rendra son séjour plus agréable. Ish quitte l'hôtel et part. En sortant de la ville, il trouve un chien et décide de l'adopter. Pour survivre, il se rend dans une bibliothèque et prend les livres les plus utiles. Ainsi passe la première année. Les villes sont déjà recouvertes de verdure. Un jour, il lit que les gens espèrent souvent ce qu'ils ne peuvent pas voir. Pourtant, Ish finit par apercevoir de la fumée et se précipite vers sa source. Il rencontre Ebma, une ancienne voisine. Elle vit dans cette ville depuis plusieurs jours. Ses parents étaient militaires et leur éducation lui a donné une chance de survivre. Ish, fatigué d'être seul, décide de rester avec elle. Le lendemain, il lui montre où il vit. Leurs provisions sont presque épuisées et le couple décide de se rendre dans un supermarché voisin. À partir de ce jour, ils vivent ensemble. Ebma se demande pourquoi ils sont encore en vie. Elle ne croit pas au destin. Peut-être est-ce une blague de l'univers, un spectacle macabre. Un jour, en installant des panneaux solaires, Ish trébuche et se blesse à la jambe. Heureusement, la blessure n'est pas grave et il se rétablit rapidement. 1 mois plus tard, ils apprennent qu'Ebma est enceinte. Cela effraie Ish car il n'y a plus d'hôpitaux. Personne ne pourra les aider. Ils doivent se plonger dans des livres de médecine. Quelques jours plus tard, Ish rétablit l'électricité. Ils ont maintenant un réfrigérateur fonctionnel. Cette nuit-là, la ville est envahie par des hordes de rats. Le sol est littéralement couvert de rongeurs affamés qui attaquent même le chien. Mais Ish sauve rapidement son ami. Plus tard, des chats errants débarrassent la ville de tous ces rats. Rien ne les empêche désormais de se promener dans les rues avec leurs enfants. Mais cette vie ne suffit pas à Ebma. Elle commence à laisser des marques pour indiquer leur présence. Un jour, Ish trouve une petite fille. Il parvient à la convaincre qu'ils ne lui feront pas de mal et la ramène chez eux. Leur communauté s'agrandit avec de nouveaux enfants, ainsi que George et Moria, qui ont vu les marques d'Ebma. 7 ans après le début de la catastrophe, Ish entend une alarme. Armés, ils partent explorer la forêt et trouvent un autre groupe de survivants. Molly, Ezra, Jean et Rav. Ils conviennent de baisser leurs armes. Ils assurent qu'ils ne veulent rien, mais Ish sait que chacun a besoin de quelque chose. Il les invite à visiter leur communauté. Ils ont trouvé cet endroit grâce aux marques d'Ebma. Moria reconnaît Jean, une ancienne chanteuse populaire. Ils vivaient dans un autre groupe, mais presque tous ont été tués par un simple champignon. Le lendemain, les adultes partent explorer une zone inconnue. Ils se séparent en équipes et doivent signaler toute anomalie. Avec 4 personnes supplémentaires, ils cherchent d'abord des conserves. Le raid est un succès. Ils trouvent beaucoup de nourriture et de médicaments. Les années passent. Certains enfants grandissent et de nouveaux naissent. Ish, le plus instruit,
devient leur professeur. Un jour, une forte pluie s'abat sur la ville. Ish tente de retrouver son chien, mais il est trop tard. Il est mort, écrasé par un arbre. Retenant ses larmes, Ish l'enterre. Le lendemain apporte de nouveaux défis. Un puma surgit de la forêt, Ish se jette devant les enfants pour les protéger, mais il est gravement blessé. Grâce à leur travail d'équipe, ils parviennent à le sauver. Ebma, ne supportant pas l'idée qu'un prédateur rôde, prend un fusil et part dans la forêt. Elle trouve rapidement le puma et l'élimine. Quelques jours plus tard, Ish rentre chez lui. 17 ans après le début de l'apocalypse, Joey devient un excellent pêcheur, ce qui remplit Ish de fierté. Mais son autre fils, Alex, est jaloux. Rave et Heather sont émerveillés par des choses simples, comme une table de billard. Ils n'ont jamais connu le monde d'avant, donc tout leur semble fascinant. Ils finissent par se rapprocher et commencent à sortir ensemble. La vie au même endroit leur pèse et ils convainquent leurs parents de les laisser voyager. Un jour, Avi remarque que l'eau coule lentement. En vérifiant le réservoir, il découvre qu'il est vide. Les tuyaux ont cédé, il ne reste plus que quelques jours d'eau. Alors qu'ils réfléchissent à une solution, de nouveaux arrivants apparaissent, Charlie et Perry. Charlie explique que son groupe a trouvé une station de forage et peut leur apprendre à creuser un puits. Ish leur donne du carburant et ils commencent à forer. Pendant une chasse, Charlie tire sans prévenir sur un animal, ce qui inquiète Ish. De plus, Charlie avoue qu'il s'entraînait souvent à tirer, pas seulement sur des animaux. Cela trouble profondément Ish. « Si tu voyais ta tête, dit Charlie. » Ish ne veut plus les héberger, mais personne ne l'écoute. Les habitants se lient d'amitié avec Charlie. Le lendemain, l'eau jaillit du puits. Les services de Charlie ne sont plus nécessaires, mais il insiste pour rester un jour de plus. Cette nuit-là, Ish entend un cri. Il découvre Charlie sortant de la maison d'Avi, tandis que son ami Silas attend dehors. Ish vérifie et trouve Avi en larmes. Ils comprennent ce que Charlie a fait et décident de le tuer. Avant cela, Ish lui offre une dernière chance de partir. Charlie refuse et Ish l'élimine. La famille de Charlie est autorisée à rester. Perry ne pleure même pas la mort de Charlie, car il lui a aussi fait du mal. Seul Silas reste fidèle à Charlie et quitte la communauté. Quelques heures plus tard, Silas revient, prétendant avoir changé d'avis. Ish ne le croit pas. Il savait ce que Charlie faisait et l'a couvert. 20 ans après le début de l'apocalypse, Joey construit un prototype d'avion. Alex est toujours jaloux. Un soir, plusieurs personnes, dont Joey, tombent gravement malades. La maladie progresse rapidement. Cory craint que le virus qui a décimé l'humanité ne soit de retour. Ish reste au chevet de Joey, ce qui déplaît à Alex. Il est convaincu qu'Ish ne ferait pas de même pour lui. Les jours passent et Joey ne guérit pas. Ish commence à croire que Dieu le punit pour avoir tué Charlie. Désespéré, il part en ville chercher des médicaments et visite une église. Il prie pour que Dieu prenne sa vie et sauve Joey. Heather rentre sans Raph, tué par un homme fou qu'ils ont rencontré en suivant des marques. Molly développe un nouveau médicament, mais il faut quelques jours pour qu'il agisse. Le remède fonctionne. Ils étaient infectés par une nouvelle souche du virus que Molly a vaincue. Malheureusement, Joey est le seul à ne pas survivre. Ish, abattu, efface les marques d'Ebma. Elle le trouve à la bibliothèque et lui rappelle qu'il a d'autres enfants. Ish rentre chez lui, mais il ne sait plus quoi faire. Un an plus tard, Ish retrouve la force d'entrer dans la chambre de Joey. Dans son journal, il découvre que Joey rêvait de trouver d'autres survivants et travaillait sur une radio. Pour honorer son fils, Ish rassemble les habitants et leur raconte ce qu'il a lu. Ils installent une antenne, mais la radio ne capte que du silence. Ish reste près de l'appareil, changeant fréquemment de fréquence. Heather se souvient de chiffres qu'elle a vus et suggère qu'il s'agit d'une fréquence. Elle a raison, un groupe de 70 survivants est tout près. Ish propose de les rejoindre.
Ainsi se termine cette histoire.